En direct du plateau TV Emballage Manutention pour une émission consacrée aux 7 piliers de la compétitivité de la manutention européenne. C'est une émission qui est proposée par le CISMA et la FEM, la Fédération européenne de la manutention. On va parler de compétitivité de l'industrie européenne, de la manutention et de développement durable avec 4 invités. J'ai à ma gauche Philippe Franz, qui est le président du CISMA. Face à lui, Jan van der Velden, qui est président de la FEM, Fédération européenne de la manutention. À sa droite, Renaud Buronfos, qui est délégué général du CISMA. Et face à lui, Olivier Janin, qui est le secrétaire général de la FEM. Donc la FEM, le CISMA, c'est vous qui co-portez cette émission. J'aimerais d'abord, Philippe France, qu'on pose un petit peu la problématique qu'on veut développer ici sur cette table ronde. On parle de compétitivité parce qu'il y a des objectifs et qu'il y a des attentes du secteur de la manutention en termes de prise en compte des pouvoirs publics, et notamment au niveau européen, des spécificités de votre secteur. Donc en Europe, on est dans un marché que je qualifierais d'ouvert, accessible à tous, mais en même temps un marché très réglementé, puisqu'on a voulu protéger le consommateur des difficultés qu'on peut retrouver sur un produit, sur son adaptation aux normes de sécurité. Et par cette voie-là, on a instauré un arsenal réglementaire et législatif plutôt assez élevé qui peut, dans certains cas, certains diront est une source d'innovation, d'autres dire c'est un frein à la compétitivité dès lors qu'on veut vendre nos équipements sur d'autres marchés. Ce que vous me dites en fait, c'est que contrairement à ce que le traité européen de base historique a voulu, la circulation des biens et des personnes, les biens ne circulent pas totalement librement en Europe ? Ils circulent peut-être trop bien en Europe, justement, quand ils viennent de l'extérieur. Et d'ailleurs, un des grands enjeux qui a été développé à la FM, c'est la surveillance du marché, justement pour faire en sorte qu'on régule l'accès au marché européen de biens qui ne font pas l'objet d'un marquage CE. Alors, on est dans le champ du protectionnisme, là ? Non. La preuve, c'est que rien n'est protégé. Mais on peut penser aussi qu'il faut réfléchir à ce sujet-là. Et ne pas laisser l'Europe comme un accès trop facile à des produits qui n'ont pas les mêmes réglementations et pas les mêmes coûts par voie de conséquence. Alors là, on a vraiment la question de la compétitivité des entreprises. Et sur le développement durable, là aussi, j'aimerais que vous me fassiez quelques éléments de contexte, que vous me donniez quelques clés pour comprendre. Alors sur le développement durable, c'est aussi une des actions importantes du côté normatif, du côté aussi réglementaire, si je puis dire, puisque tous ces équipements qu'on fait doivent utiliser des techniques ou mettre en œuvre des moyens qui fait qu'on s'associe à une volonté de développement durable. Donc on peut dire que... C'est pas toujours le cas ? Enfin, ça devient de plus en plus le cas. Hein. On peut citer par exemple le cas des moteurs, où là il y a progressivement des normes qui deviennent de plus en plus exigeantes, qui fait qu'on protège le consommateur, mais en même temps, on introduit des coûts de réalisation des équipements qui sont plus élevés. Les constructeurs le disent très bien. Monsieur van der Velden, vous êtes président de la FEM. Alors, le constat que vient faire Philippe France, vous faites le même, j'imagine, au niveau européen. Quels sont, je dirais, les grands freins? Alors, c'est peut-être, il ne faut pas être négatif, mais quels sont les problèmes que rencontre votre secteur d'activité? Je pense que c'est la réglementation qui est relativement lourde en Europe et du fait que notre métier, on a un export qui est relativement élevé, donc 25 milliards d'euros en export. Ça veut dire que si on applique tous les règlements dont on n'a pas besoin à l'extérieur d'Europe, notre produit est par définition plus cher que des autres. Donc ça veut dire qu'au niveau compétitivité, nous sommes moins bons. On a quand même une meilleure technologie, mais est-ce que l'utilisateur de nos produits veut s'en servir? Alors comment faire de ces contraintes des atouts finalement? Peut-être monsieur Buronfos qui prend la parole en succédant à son président. Alors, comment faire de ces contraintes des atouts, notamment à travers l'innovation. C'est vrai qu'une des peut-être spécificités des constructeurs européens, c'est d'être innovant. C'est que face au départ à ce qui peut être jugé comme des contraintes ou une charge réglementaire un peu excessive, ces constructeurs développent
des innovations. Alors pas forcément des innovations de produits, ça peut être aussi des innovations de services. Un produit maintenant, c'est quelque chose d'assez simple. Enfin simple. Je veux dire, tout le monde fait, je ne vais pas dire tout le monde fait le même produit, mais les produits sont quand même assez proches et on se distingue de plus en plus par le service qu'on apporte au client. Le client, lui, veut une solution. Il ne veut pas un produit, il veut qu'on réponde vraiment précisément à un besoin. Et donc tous les constructeurs travaillent sur ce sujet-là. Et c'est vrai que ça permet de faire en sorte qu'au départ, quelque chose qui paraissait comme contraignant devient un plus pour l'entreprise et le permet de se différencier. Bon, la difficulté que rencontrent les constructeurs, c'est que quand même ce temps consacré à respecter toutes les législations est relativement important puisqu'il peut représenter quelquefois plus de 50% du temps de travail des bureaux d'études. Et donnez-moi des exemples. Donnez-moi des exemples, Olivier Jalin. Oui, ben, Monsieur Frantz a cité l'exemple de la législation en termes d'émissions de polluants de moteurs. Et là, je pense qu'il y a un aspect aussi à ajouter par rapport à ce que disait M. Buronfos, c'était l'alignement au niveau international. C'est-à-dire que les fabricants veulent, dans la mesure du possible, ne pas avoir des obligations différentes selon les marchés dans lesquels ils vendent. Et par exemple, il y a des efforts en ce moment qui sont faits dans ce sens dans le cadre des négociations avec les Américains sur l'accord transatlantique. Et on essaye de véhiculer ces besoins, de discuter avec les contreparties dans les autres pays, les grands marchés. C'est un peu, ça relève un petit peu du deal, on va dire, qu'on peut faire avec l'Union européenne, enfin, avec la Commission, avec les pouvoirs publics des États souverains. C'est de dire, nous, on veut bien, si je résume, vous me dites si je dis des bêtises, on veut bien respecter la réglementation, mais il faut qu'elle soit quand même un peu plus légère pour qu'on puisse respecter sur le territoire européen la réglementation et être compétitif à l'export. C'est ça, le creux de la question, il est là. Qu'est-ce que vous répondez, les pouvoirs publics? On parlera d'ailleurs d'une réunion, enfin, de rencontre que vous avez eue il y a quelques jours. Non, mais je pense que vous avez fait une bonne conclusion de cette discussion-là. Et c'est parce que nous, en Europe, et avec nos produits, nous sommes leaders mondiaux avec la technologie, aussi avec les applications. Donc, il faut que nous restions leaders mondiaux au niveau technologie. Sinon, on n'a pas un droit d'existence. Donc, si on peut rester ça, et je pense qu'un bon exemple là, c'est les émissions de moteurs pour les chariots à fourche industrielle, c'est qu'un moteur avec les nouvelles normes coûte 5 000 € de plus. Donc ça, c'est la compétitivité. Mais ce qui est encore plus pire, c'était dans les dernières années, ils ont mis 50% de leurs ressources développement pour développer ce moteur. Donc, c'est pas que 5 000 €. Ça veut dire qu'on n'a pas développé des nouvelles technologies pour rester en avance sur le marché. On peut résumer aussi la situation de cette manière, c'est qu'avant, on a voulu absolument défendre le consommateur, d'une manière générale, et que pousser à l'excès, c'est un peu un frein pour l'industrie, et que je crois que maintenant, au niveau européen, sur un certain nombre de cas, les gens réalisent que l'industrie européenne, c'est un grand enjeu et qu'il ne faut pas trop l'esquinter à vouloir trop en faire au plan de la défense du consommateur. Ça a été vrai d'ailleurs un peu sur la monnaie d'ailleurs, puisqu'on voit qu'on a laissé aller la monnaie très chère, et puis maintenant on réalise que ce n'est pas très bon pour nous. Donc si on peut résumer, il faut qu'il y ait un peu un retour en arrière sur ces sujets-là, en tout cas qu'on se calme un petit peu pour permettre aux gens d'absorber ces grandes marches d'escalier d'ailleurs. Oui, Renaud Buronfos, quand on préparait cette émission ensemble, vous m'avez cité le cas des élingues, par exemple. J'aimerais qu'on y revienne pour être le plus concret possible. Et oui, le cas des élingues, de la résistance des élingues, on peut acheter moins cher, mais bon, est-ce qu'on est certain, quand ça vient en dehors de la zone normative, est-ce qu'on est certain effectivement de leur résistance et de la sécurité qu'elles apportent? Oui, mais ça, pardon d'être aussi concret, mais en étant aussi concret, non, c'est vrai, on revient à la notion de surveillance du marché. Voilà. Pour rebondir sur ce que disaient Yann et Philippe, on n'est pas contre tout ce qui a été mis en place. Ce qu'on souhaiterait, c'est d'une part qu'il y en ait un petit peu moins, et surtout que tout le monde soit logé à la même enseigne. Si le marché européen il est ouvert, ce qui est le cas, il faut que chacun respecte les règles. Et donc l'exemple des élingues ou des accessoires de levage, enfin des chaînes de levage est assez intéressant pour ça.
On a, il y a 3 ou 4 ans, Sysma a acheté tout un lot d'élingues dans le négoce industriel. On a fait tester ces élingues qui étaient toutes marquées CE, qui Voilà, venaient de différentes régions européennes et du monde. Et on s'est aperçu qu'un certain nombre de chaînes ne respectaient pas du tout, je dirais, les normes, ou tout au moins les contraintes imposées par le CE. Donc le CE, c'était uniquement un marquage et non pas la réalité d'un produit. Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie difficulté parce que ça entraîne, je dirais, des risques de cassure. Donc des risques de cassure, ça abîme du matériel, voire ça tue des gens à l'extrême. Alors Olivier Jeannin parlait de l'accord transatlantique, la base Europe-USA qui paraît, je dirais, plausible. Après, il faudra aller un peu plus à l'est pour voir s'il y a adhésion. Il y avait une réunion à Bruxelles, c'était, je crois, mercredi dernier, c'est ça. Vous avez rencontré les commissaires concernés. Alors, il y avait bien sûr M. Van der Velden qui était là. Enfin, vous étiez tous les 4, j'imagine. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Oui, alors c'était pas au niveau Commission européenne, c'est au niveau Parlement européen. On a rencontré différents parlementaires. On a fait ça avec nos collègues de la machine agricole et de la machine de construction. Et le message qu'on a voulu leur porter, c'était qu'il y a quelques mois, l'Union européenne a adopté toute une politique industrielle avec des enjeux ambitieux, des objectifs très ambitieux, notamment d'augmenter la part de la production industrielle dans le PIB européen. L'horizon 2020. À l'horizon 2020, il faut savoir qu'elle est en train de baisser. L'objectif de 20% est sans doute inatteignable, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que ça devient une priorité européenne. Et donc, face à cet objectif général, on a voulu apporter un éclairage sectoriel et à montrer que nos industries de la mécanique avaient un certain nombre de demandes. On en a cité quelques-unes en termes de surveillance de marché pour assurer une compétitivité de nos équipements en termes d'efficacité énergétique, d'environnement, pour garder toujours à l'esprit quand le législateur est prêt à adopter de nouveaux règlements, pour garder à l'esprit l'aspect compétitivité. Quel impact cette réglementation va avoir sur la compétitivité de nos entreprises? Monsieur Van der Velden l'a dit, on a une balance commerciale excédentaire à 18 milliards. Et il faut que ça reste ainsi. Et pour que ça reste ainsi, il faut que les entreprises qui maintenant font quasiment plus de la moitié de leur chiffre d'affaires à l'export, en dehors de l'Union européenne, c'est un chiffre qui a doublé en ces 10 dernières années, et ben, il faut que sur ces marchés-là, elles puissent continuer d'être compétitives. Et pour ça, il ne faut pas qu'on se tire une balle dans le pied. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Comme d'habitude, les politiques vont toujours vous répondre qu'ils vous ont entendu, qu'ils vont garder ça à l'esprit. Malheureusement, ce n'est pas des actions ponctuelles, c'est un peu un travail sans relâche, de manière à ce que ces grands objectifs se traduisent après par des actions spécifiques. Parce que le problème auquel on est confronté, c'est qu'après, les législateurs, que ce soit la Commission européenne ou le Parlement européen ou les États membres aussi, se retrouvent dans des réglementations très spécifiques, comme les émissions de polluants pour les moteurs. Et on doit leur rappeler de garder à l'esprit l'aspect compétitivité des entreprises. Il y a un autre sujet que vous avez aussi abordé, que vous abordez dans votre cahier de doléances, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est l'attractivité de votre secteur. Parce que là aussi, vous avez besoin que, alors partout en Europe, bien sûr, pas qu'en France, que des jeunes viennent au métier de l'industrie de la manutention. Pourquoi? Parce qu'elle a une image peut-être pas assez moderne ou elle n'est pas assez attractive. Quel est le constat et quels sont les correctifs que vous voulez y apporter? Ce que nous, on veut donc faire en promotion pour notre métier, parce que donc ce sont les métiers de l'automobile et ces métiers-là, et aussi l'informatique qui est très intéressant. Mais on a dit ça déjà aussi mercredi dernier avec les discussions avec les membres des parlements européens. Sur un tracteur dans l'agriculture, il y a 3 fois plus de technologie informatique dedans embarquée que dans une voiture. Donc ça veut dire que c'est même plus important parce que là on a des suivis GPS et tous ces états-là. Donc effectivement, venez chez nous et vous avez une très bonne chance de vous développer.
Monsieur France, pour la France, justement, pour essayer de comprendre un petit peu, là on est à Paris, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le secteur de l'industrie de la manutention. Vous arrivez à attirer enfin vous en tant que syndicat, donc avec une vision un peu globale, attirer un peu des talents, des jeunes talents? Alors, c'est effectivement un peu difficile de recruter. C'est l'avis que portent tous les constructeurs. Donc, à ce titre-là, notre syndicat est, je dirais, un moteur d'éveil. On essaye d'avoir des actions de promotion. On essaie de le dire. On invite des personnes dans les entreprises pour justement donner aux enfants, aux futurs collaborateurs, l'idée de ce que c'est que l'industrie, qu'elle recouvre des secteurs de l'informatique, des secteurs de la mécanique, des secteurs du service, mais on est bien normal de tous, autant que nous sommes, de bien recruter. Il y a une position un peu paradoxale, voire peut-être un peu schizophrénique. Un pays industrialisé, pour nous tous, une génération comme la mienne ou la vôtre, c'est quand même un beau paysage, enfin en tout cas un rêve, un métier qui est industriel, qui fabrique des produits manufacturés. Et donc on appelle tous de nouveau à la réindustrialisation de la France. Et pourtant, on se dit, est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va atteindre cet objectif au moins à minima? Vous parlez des 20% du PIB difficilement atteignables. Est-ce qu'en France, finalement, on ne rêve pas un petit peu les yeux ouverts? Alors, je ne suis pas certain que l'on rêve. Je pense qu'on a une difficulté. C'est un métier de technicien ou d'ingénieur. On n'est pas très doué pour le marketing. Ouais, je vais prendre un autre secteur d'activité, la restauration collective actuellement. Tout le monde rêve d'aller, enfin j'exagère un peu, mais beaucoup de jeunes rêvent d'aller chez McDonald's, sans citer son nom. Je ne pense pas que ce soit des salaires mirobolants et un travail passionnant. Par contre, McDonald's sait très bien vendre son métier, son produit. Je pense qu'on n'est pas très doué pour vendre notre activité. Monsieur Van Donc, on fait plein d'efforts pour ça, comme le disait Philippe. On a, nous, des relations assez étroites avec l'éducation nationale pour développer effectivement des filières, pour faire venir des jeunes. Donc, on commence depuis la 3e. Jusqu'à l'école d'ingénieur. Et donc c'est un métier qui est intéressant, qui est dynamique, où il y a plein de projets, plein de choses qui se créent. Mais c'est vrai qu'on a du mal à le vendre. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pareil partout en Europe? C'est partout en Europe, c'est exactement le même. En Allemagne, c'est la même chose? En Allemagne, c'est encore plus pire, parce qu'en Allemagne, tout le monde veut travailler dans l'automobile. Donc là, c'est clair. Donc, on a cette même expérience dans le reste d'Europe, en Allemagne, mais aussi en Hollande, ce qu'on essaie d'inviter les écoles, d'y aller, de faire promotion pour notre métier, de montrer qu'on a investi beaucoup dans la technologie et donc qu'on a beaucoup des emplois très intéressants pour les jeunes enfants. Donc alors finalement, si je comprends bien, si je résume depuis le début, vous êtes vertueux en termes de production puisque vous observez la réglementation et que la réglementation elle est généralement, si ce n'est draconienne, en tout cas assez sévère. Deuxièmement, vous avez des métiers formidables, mais vous n'arrivez pas forcément à recruter parce que comme on le dit, ça ne va peut-être pas rêver, donc il faut travailler là-dessus. Troisièmement, parce qu'on parle des piliers de la compétitivité européenne pour l'industrie de la manutention, il y a quand même tout le pilier, on en a parlé tout à l'heure, du développement durable, mais plus globalement de l'éco-conception et de la chaîne du recyclage. Parce qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est pour être compétitif, utiliser des matières premières secondaires, être capable derrière d'avoir des produits en fin de vie qui soient recyclables, donc qu'on peut démanteler avec des filières, etc. Là-dessus, j'aimerais avoir aussi des indications de la part des uns et des autres, peut-être M. Franz ou M. Van der Helden. Donc, je pense que dans pas mal de sociétés, dans notre métier, on a adapté le principe cradle to cradle. Donc, ça veut dire qu'on essaie de fermer cette cycle. Et donc, je pense que on est dans la bonne voie pour arriver à quelque chose de très durable. Ce qui coûte aussi un peu d'argent, parce qu'il faut investir. Oui, mais quand j'ai donc eu l'occasion de parler avec le monsieur qui a inventé
la terminologie cradle to cradle. Et c'est un Allemand qui a montré qu'avec tous les programmes qu'il a effectués dans des différentes sociétés, il a toujours gagné de l'argent. Donc finalement, on peut gagner parce qu'il y a pas mal de questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il faut faire ça ou ça? Et la durabilité vous donne déjà des réponses. Oui, elle vous donne un chemin que vous pouvez suivre, bien sûr. Et donc, je pense que ça a un bon... c'est bien pour nous, c'est bien pour l'environnement, et c'est bien pour nos sociétés aussi. Et une partie de ça, on peut utiliser aussi en exporter par exemple aux États-Unis ou au Japon. Donc là, ces produits durables sont très importants aussi. Philippe Frantz. Je partage le point de vue. Je crois que ça fait partie de l'ère du temps. Tout le monde ne viendrait plus à l'idée de faire des choses qui ne soient pas acceptables au plan énergétique, acceptables au plan des traitements de surface, des solvants utilisés, de tout ce qu'on peut faire. Je crois que finalement, c'est rentré, c'est une prise de conscience. Et tous les bureaux d'études, je crois que tous ceux que je vois, que j'entends parler, sont tout à fait dans ce sens-là. Et je trouve que c'est responsable, quoi. C'est tout. Alors j'aimerais pour finir avoir un espèce d'écho de votre part sur le salon manutention qui est tout près de nous dans le hall 5A, je vais y arriver. Qu'est-ce qui vous dit ce salon? Qu'est-ce que vous disent les... Alors c'est qu'il est ouvert que depuis ce matin, donc vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire tout le tour, mais qu'est-ce qu'on sent dans l'industrie de la manutention? Alors on va dire française puisqu'on est à Paris, mais européenne en général, des envies des uns, de l'innovation. On a remis les manus d'innovation ce matin, on a bien vu qu'il y avait des choses qui se faisaient, que les gens voulaient aller de l'avant. Je vais passer la parole tout à l'heure tout de suite à Renaud, mais ce que je voudrais dire quand même en termes d'emploi en France dans notre syndicat, c'est que statistiquement, y compris les belles activités qu'on a eues l'année dernière, on n'a pas supprimé d'emplois quasiment. Il faut quand même le savoir, hein, et qu'on a été très robuste. Donc c'est des industries qui sont très robustes. Maintenant, commenter sur le salon, je suis arrivé en tout début d'après-midi, j'ai un tout petit peu de mal, vous avez bien raison. et je vais me défausser sur Renaud qui va nous dire un petit mot. Qui lui est là depuis ce matin. Qui est là depuis ce matin. Oui, je suis là depuis ce matin. Non, je pense ce qui était intéressant, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a eu des remises de prix. On s'aperçoit que les entreprises continuent à innover. C'est une manière de se différencier, bien sûr. C'est aussi une manière de répondre aux clients. Je pense que de plus en plus, ce que je disais tout à l'heure, les clients ne sont pas plus difficiles qu'avant, mais je pense que les constructeurs écoutent un peu mieux leurs clients, sont moins dans « je vous propose un produit merveilleux qui vous conviendra très bien ». Donc on n'avait pas besoin. Et qu'on est éventuellement, il peut être merveilleux, hein, je pense au Concorde, oui, sûr, mais bon, voilà. Et beaucoup plus dans la réponse à une demande précise, et je pense que ça permet de voir des nouveaux produits, parce que les clients évoluent aussi. On parlait de supply chain et de logistique tout à l'heure. C'est vrai que les demandes sont différentes des clients. Il y a des secteurs comme le e-commerce qui se développent. Enfin, il y a beaucoup de... Le secteur client évolue, où il a besoin de plus de rentabilité, de plus de profitabilité, etc. Et tout. Donc ça amène les constructeurs de solutions de manutention à amener des nouveaux produits. Donc il y en a sur le salon, donc il faut le visiter. Et je dirais que la première impression, même si ce n'est que la première journée, c'est que les gens sont contents de voir que pour cette première journée, il y a des visiteurs. Ce qui est rarement le cas d'un salon. C'est toujours un peu calme le premier jour, et là c'est dynamique. On n'a pas parlé de pénibilité. J'aimerais bien qu'on en dise un mot quand même, parce que ça aussi c'est un comment dire, un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une réglementation, que ce soit sur le code du travail ou même au niveau des partenaires sociaux. Il y a aussi d'énormes efforts qui ont été faits dans ce domaine-là. Une réponse franco-française, et puis Yann, qui avec son entreprise a beaucoup travaillé sur le sujet pour parce que là, on revient un peu à l'attractivité du secteur. Hein. Voilà, donc sur la pénibilité, c'est vrai que c'est un sujet qui devient d'actualité en France, puisqu'il y a des décrets qui viennent de paraître fixant un certain nombre de seuils pour des opérations données. Je dirais que c'est quelque chose qui a toujours touché le secteur de la manutention, puisque une des premières causes nationales, c'est les troubles musculo-squelettiques. Et ça, c'est vrai que beaucoup de constructeurs de manutention travaillent et proposent des produits régulièrement pour diminuer ces risques.
Donc c'est un secteur qui est effectivement très, très moteur dans la réflexion, dans l'amélioration que l'on peut amener. Je sais, pour avoir visité il y a quelques années l'entreprise où travaille Yann, avoir vu pour la préparation de commandes, par exemple, des postes de travail qui prenaient vraiment en compte l'humain, et c'est le poste qui s'adaptait à l'humain et non pas l'humain au poste. Donc Je pense que ça, c'est quelque chose que se voit partout en Europe. Les constructeurs, ils se concentrent sur deux choses. Une, c'est la poste de travail, parce que tout l'automatisme va mettre pression sur l'humain que faire toujours la même chose, donc un poste ergonomique. Et la deuxième chose, c'est aussi pour ce qu'on voit aussi beaucoup, surtout dans l'alimentaire, des centres complètement robotisés où il y a donc plus de cartons à prendre à main, et donc où on construit des palettes hétérogènes avec des cartons. Et ça se réalise partout en Europe, aussi en France. Donc là, je pense que même avec une économie difficile, les entreprises sont en train de suivre la tendance européenne. Eh bien, écoutez, si besoin était, on a vu que le secteur de la manutention en France et en Europe était non seulement prêt, mais très demandeur de continuer à croître. Alors vous le disiez, Monsieur Frantz, on n'a pas perdu d'emploi dans votre secteur en 2013, ce qui est une bonne chose, pourvu que ça dure, comme on dit. En tout cas, je le disais, si besoin était, vous avez prouvé que vous étiez armé pour faire face au marché global, et que vous le faisiez savoir aussi au niveau des instances européennes avec votre réunion de mercredi dernier. Je vous souhaite un bon salon. Merci d'être venu nous rendre visite, et on se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission sur le plateau TV d'Emballage Manutention.